sommes contents, nous avons le professeur Marc-Henri, parce que... Et je le remercie d'être là, parce que j'ai que 2 scientifiques en France qui me soutiennent. Voilà, je rappelle, vous êtes professeur de chimie moléculaire à l'Université de Strasbourg, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc vous êtes un scientifique, un vrai, parce qu'on reproche souvent effectivement à Corinne de ne pas être une scientifique. C'est exactement ça, c'est-à-dire que tout ce que dit Corinne, comme elle n'a pas, disons, la culture scientifique qu'on attend d'un professeur ou de même de tous les noms qu'elle a cités, on a tendance à dire, elle ne sait pas de quoi elle parle, de toute façon, elle n'y comprend rien. Donc moi j'ai cette caractéristique, c'est que je soutiens Corinne dans son combat. Je vous remercie. Parce que moi j'ai lu tout ça. Tous ces livres, parce que moi je suis bilingue français-anglais, donc j'ai pas les problèmes d'accès. Et quand on lit ces livres, c'est vrai que moi au départ, quand j'ai contacté Corinne, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, mais en fait c'était parce que je devais faire un exposé, vous savez, sur cette fameuse expérience qu'on appelle Coca Mentos. Ah oui, on met du Mentos on met des Mentos et on met un soda light. Et je m'étais intéressé à savoir pourquoi il fallait mettre un soda light pour que ça marchait. Et puis c'est là où j'en suis venu à me dire, bon, soda light, j'ai tapé aspartame, et là je suis tombé donc, sur toute cette littérature. C'est-à-dire que je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc j'ai envoyé un mail, parce que je ne savais pas que Corinne existait, donc j'ai envoyé un mail à Betty Martini, puisque c'était elle qui semble, son nom revenait tout le temps sur le net, Betty Martini. Donc, et Betty Martini, évidemment, m'a dit, vous êtes français, prenez contact avec Corinne Gouget, qui en France est la représentante de Mission Possible. Donc j'ai pris contact avec Corinne, et c'est là où, j'ai découvert donc tout ce monde, donc ce monde des excitotoxines. J'ai beaucoup lu les livres de Russell Blaylock, parce que moi, j'ai une culture chimique, donc je peux, s'il y a des gens qui sont intéressés, évidemment, vraiment expliquer ce qui se passe moléculairement parlant, au niveau du cerveau, quels sont les effets de toutes ces molécules qu'on trouve dans ces produits-là. Et là, c'est une connaissance qui est une nature scientifique. C'est pas une connaissance simplement. J'ai accès, de par mon travail, à toute la littérature scientifique, c'est-à-dire des journaux que personne ne lit, sauf 3-4 personnes, parce que ça coûte tellement cher de s'abonner. Donc moi, j'ai accès à ces articles-là. Et ça me permet donc de soutenir Corinne dans son combat, d'affirmer que tout ce qu'elle dit, et j'ai lu son livre en entier, le petit livre là, que tout le monde devrait avoir avec soi. Parce qu'il est là, voilà. En français. Où elle met des codes de couleurs, elle met des codes de couleurs justement, parce que c'est un livre qu'on peut mettre dans sa poche, et comme ça on regarde les étiquettes et on sait s'il faut acheter ou pas. Donc tout ce qui est là, je peux valider, pas à 100% parce que c'est pas très grave. Il y a tellement. Il y a tellement. Disons que je valide à peu près à 95% les labels que met Corinne. C'est-à-dire qu'elle a bien compris le problème. Ce qui m'a scandalisé, c'est la manière dont on l'a traité, ce qu'on lui a fait. Et c'est pour ça que je suis aussi à ses côtés, parce que je trouve ça inadmissible qu'on a en France ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte, et que ces lanceurs d'alerte soient, on ne dirait pas martyrisés, mais vraiment on leur met des bâtons dans les roues, et chez Corinne c'est allé très très loin. Et il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. Donc c'est là où il faut se battre contre ces choses-là. Vous-même n'avez pas eu de problème dans votre profession non, par rapport à cette prise de position? Je ne peux pas, parce que je veux dire, moi si on me dit l'aspartame, prouvez-moi que c'est toxique, je peux sortir 500 articles qui le démontrent sans ambiguïté. On a cette barrière hémato-encéphalique, on sait très bien que dès qu'elle est poreuse, ça y est, vous êtes exposé. Alors évidemment, l'argument des gens qui vendent ces produits-là, c'est oui, mais elle n'est pas poreuse. Mais elle protège tout le cerveau, ce qui est faux. Voilà. Mais comment vous savez qu'elle n'est pas poreuse? Là, je m'intéresse en ce moment à des effets de l'électromagnétisme sur le corps humain. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous mettez ça, je ne vais pas faire publicité, mais chaque fois que vous mettez un portable à l'oreille, vous avez votre barrière qui s'ouvre? Voilà. Combien de gens le savent? Qu'à chaque fois qu'on met un portable en fonctionnement auprès de l'oreille, la barrière hémato-encéphalique s'ouvre, devient poreuse. Donc imaginez la combinaison téléphone portable plus light. Oui, bien sûr. Si vous n'aviez pas de téléphone portable, il n'y aurait aucun souci, parce que vous êtes jeune, en bonne santé. Mais même si vous êtes jeune, en bonne santé, si vous combinez le portable et le soda light, vous avez ces excitotoxines qui rentrent dans votre cerveau.
Mais il y a pire, hein, parce qu'encore les sportifs, on peut dire que eux, ils sont... Mais si vous imaginez que les pilotes d'avion consomment ces produits-là, ils peuvent faire ce que font les sportifs pendant qu'ils pilotent. Ouais. Vous comprenez le problème? C'est un peu plus problématique. Et là, je veux dire, c'est encore plus grave que le sportif, parce que c'est l'avion entier qui va s'écraser. Et on aimerait savoir, c'est un sujet que les compagnies aériennes n'aiment pas beaucoup développer, combien de crashs aériens sont dus à une erreur de pilotage parce que le pilote était sous aspartame. Complètement. En train de bourrer de ces produits light. Parce que les pilotes, je ne sais pas si vous savez, ils ont cette caractéristique d'être toujours de bonne tenue. Oui. C'est-à-dire qu'ils font attention à leur ligne, et il y a tout un argumentaire publicitaire qui dit ne mangez pas de sucre, ça fait grossir, et donc ils se rabattent sur ces produits-là. Parce que c'est ça qui est un peu... Non, c'est pour ça que ça va très loin. L'aspartame, il se cache derrière tous les produits allégés, c'est ça en gros. Oui. Un peu. Alors c'est ce qu'on appelle un édulcorant de synthèse, c'est-à-dire que partout où vous ne voulez pas avoir de sucre, vous mettez ce produit-là, ou un dérivé, parce qu'il y a d'autres produits. Hein. Donc c'est encore pire, ça. Les gens consomment en fait ces produits en pensant... Maigrir. Et en fait, ils grossissent. C'est tout l'inverse. Oui. En chimie, on sait très bien que le méthanol, c'est très toxique. Il n'y a pas besoin des études toxicité sur le méthanol, elles datent depuis qu'on a étudié le méthanol, vous savez, ça s'appelle l'alcool de bois. L'alcool de bois. Oui, c'est-à-dire, c'est ce que vous faisiez quand vous prenez du bois et que vous le distillez, vous sortez du méthanol. Et donc, le problème au méthanol est connu depuis très longtemps, parce que c'est tout le problème des alcools frelatés. Il y a les gens qui distillent eux-mêmes, et qui font mal l'opération, donc ils laissent passer du méthanol avec l'éthanol. Et donc c'était les boissons trafiquées, ça a été le scandale de l'absinthe dans le Midi au 19e siècle. Donc la toxicité du méthanol, ça fait 150 ans qu'on la connaît. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on retrouve effectivement, il y a une partie de la molécule d'aspartame qui contient non pas du méthanol, mais ce qu'on appelle un groupement méthoxy, mais qui, à une température de 30-40 degrés, se casse pour donner du méthanol. Ou lorsque le produit vieillit dans des conditions mal contrôlées. Donc prenez par exemple une canette où vous avez l'aspartame, laissez-la au soleil. Si la température monte à 40-45 degrés, vous créez du méthanol dans la boisson. Parce que ce méthanol a été sous forme de résidu méthoxy dans la molécule de l'aspartame. Ouais. C'est un produit de décomposition qui apparaît. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle cette molécule, moi je ne comprends pas pourquoi elle est dans le commerce. Parce que toute molécule qui est susceptible de libérer du méthanol doit être traitée avec précaution. Parce que c'est vraiment un produit très toxique. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils ont rajouté un deuxième résidu qui est l'acide aspartique. Mais l'acide aspartique, c'est de là que vient d'ailleurs le mot aspartame. C'est la même racine. Et cet acide aspartique, c'est un neurotransmetteur dans votre cerveau. Et donc, quand vous avez cet acide aspartique, c'est-à-dire cet aspartame qui se décompose, qui donne du méthanol et de l'acide aspartique, vous avez un acide aspartique qui est un neuroexcitateur. Voilà. C'est-à-dire que votre neurone s'excite, et chaque fois qu'il s'excite, il fait rentrer du calcium, et quand il y a trop de calcium, bien le neurone meurt. Il explose. C'est-à-dire que ça s'appelle une excitotoxine. Voilà, d'accord. Alors, ça, c'est au bout de 2 heures. L'acide aspartique le fait, le glutamate le fait aussi. Oui. Mais le glutamate, on ne le trouve pas dans l'aspartame. Lui, on le trouve dans tous les exauceurs de goût. Donc ça, je peux vous en dire un mot. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des produits bas de gamme, pas chers. Oui. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend des bas morceaux de produits qui sont complètement invendables. Et on a vu très récemment cette appellation, ce qu'on appelle du minerai de viande. Oui, les minerais de viande, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va transformer des bas morceaux en quelque chose, par des traitements chimiques, qui va pouvoir ensuite être remis en forme. C'est tous les produits reconstitués. Mais le problème, c'est que ça n'a plus de goût. Et comme ça n'a plus de goût, les gens n'achèteraient pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met du glutamate. Des fois jusqu'à 6 fois dans le même produit. Parce que ça donne le goût de viande. C'est-à-dire qu'on redonne à une viande qui aurait été normalement complètement invendable, on redonne du goût. Et puis on a d'autres additifs pour donner de la sapidité, pour donner de la fluidité. Là, on est dans le domaine des additifs. Les industriels sont vraiment très experts là-dedans, parce que maintenant, les gens ne veulent plus mâcher.
Il faut que le produit, dès qu'on le met dans la bouche, coule, qu'on ait une sensation des saveurs, et tout ça, c'est fait avec des édulcorants et des produits de synthèse. Et c'est ça qui est... on se demande comment se fait-il que voilà, c'est depuis le temps, en plus qu'il y a quand même des salaires qui sont donnés aux États-Unis, on sait que c'est un grand débat. Bon, c'est vrai qu'en France, peut-être le débat n'avance pas assez. Non. Il y a quoi? Il y a des freins politiques? Comment ça se fait que, puisqu'on voilà, on voit... Non, c'est de l'inertie. C'est-à-dire que c'est même pas des freins politiques, je pense, c'est que les gens sont inertes. C'est-à-dire, je parle ici des pouvoirs publics, Oui. puisque Corinne a envoyé des lettres, elle est allée voir les responsables. Moi, j'ai fait des lettres signées de ma main avec papier en tête pour dire écoutez ce que dit Corinne Gouget, on n'a aucune réponse. Rien. Ça ne bouge pas. C'est de l'inertie. Vous savez, quand vous voulez, le meilleur moyen pour tuer un produit, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire de traiter ça par l'indifférence. Il y a quand même des intérêts économiques énormes. Énormes. Mais seulement le souci... Si on prend la somme de tout ce qui est l'étude scientifique, et si on enlève des études scientifiques, toutes celles qui sont financées par l'industrie, par des laboratoires qui vendent, enfin des industriels qui vendent les produits et qui payent pour que les résultats soient... Donc on montre qu'il n'y a pas de problème. Ben oui, les preuves sont accablantes, donc on devrait interdire ce produit-là, c'est évident. On a toutes les preuves. Et moi, quand j'ai acheté ce livre, mais je n'ai pu l'acheter que sur Internet, aux États-Unis. Vous ne le trouvez pas en vente sur Amazon ou sur... Alors je sais pas maintenant s'il est en vente. On est 3 à l'avoir en France. Mais il faut l'enlever moi j'ai dû le commander directement aux États-Unis pour l'avoir. C'est un peu plus compliqué que ça, il faut faire un petit peu attention dans la notion de lien qu'on peut faire dans les maladies, et c'est pour ça que les pouvoirs publics sont toujours très prudents. C'est que en science, vous avez ce qu'on appelle la corrélation, c'est-à-dire que vous observez une chose, vous observez une autre chose, et vous voyez que les choses sont liées. Mais cette corrélation n'est pas une causalité. Pour avoir ce qu'on appelle le lien de causalité, c'est-à-dire affirmer que telle chose prouve telle chose, là il faut des études en laboratoire, très poussées, qui coûtent très cher. Mais donc les gens en général s'arrêtent aux corrélations, parce que ça c'est beaucoup plus facile, on porte X, Y, et puis on voit si les points s'alignent. Et pour bien vous illustrer la différence entre une corrélation et une causalité, j'ai l'habitude moi de prendre un exemple pour que les gens comprennent, c'est qu'on peut faire une étude par exemple, si vous vous couchez le soir avec les chaussures aux pieds, le matin vous avez mal à la tête. Et quand on fait la corrélation, c'est net. C'est-à-dire tous les gens qui se couchent avec leurs chaussures aux pieds dans leur lit ont le lendemain un mal de tête. Et on a une belle droite. Mais est-ce que ça veut dire que porter les chaussures vous donne le mal de tête? Bien sûr que non. C'est pas de mettre ses chaussures qui donne mal à la tête. Par contre, le fait, pourquoi les gens se couchent avec leurs chaussures? C'est parce que le soir, ils rentrent bourrés. Et qu'ils se couchent, ils tombent sur leur lit, ils n'enlèvent pas leurs chaussures. Mais comme ils ont bu trop d'alcool, ils ont mal à la tête le lendemain. Ah, donc l'agent de causalité, c'est l'alcool, c'est pas les chaussures. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans toutes ces corrélations, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sûr, avant de dire un produit est toxique, il faut qu'on soit sûr que ce soit une causalité et pas une corrélation. C'est ce qui explique que les pouvoirs publics prennent d'énormes précautions, parce qu'ils ont toujours peur que ce soit des corrélations. Et si vous déclarez que tel produit est mauvais parce qu'il y a une corrélation, vous pouvez être complètement dans les barres. De la même façon que quand vous dites que vous avez vos chaussures, vous avez mal à la tête, vous pouvez interdire les chaussures. Mais le problème, c'est pas les chaussures, c'est l'alcool qu'il faut interdire. Et c'est pour ça que tous ces pouvoirs publics sont très inertes, parce qu'ils sont terrorisés par... Eux, ils veulent des preuves de causalité, et ça coûte très cher. On peut les avoir. Mais il se trouve que sur l'aspartame, il y a des études en laboratoire, là, les preuves de causalité existent, on n'est plus sur des corrélations. Et c'est ça qui, là, devient incompréhensible, c'est que sachant que maintenant on a des preuves de causalité... Et depuis longtemps. Et depuis longtemps, depuis des années. Là, on ne peut plus, c'est pour ça, j'espère que l'EFSA va interdire ce produit.